Vous écoutez Mister Radio. Énigme et aventure. On ne meurt pas deux fois. Une pièce policière d'Isabelle Villard. La distribution, Roland Durtal, René Habib, commissaire gallois André Davier, Picoche, Sacha Solnia. Galabert, Adrien Nicati, Jacques Lasserre, André Faure, Géo Brudel, Maurice Offert, Pierre Quentin, Marcel Vidal, le procureur François Simon, Crison, Michel Cassagne. Marie, Claude Abran, Henriette, Janine Michel, Sœur Anna, Monique Mani, la mère, Iris Avichet, Madame Durand, Germaine Tournier, Mademoiselle Bernier, Denise Gouverneur. Assistant, Éric Miche. Mise en onde, Roland Sassy. D'Isabelle Villard, on ne meurt pas deux fois. Qu'est-ce que c'est? Sur Roland, il y a deux dames. Entre, Marie, je n'entends pas un mot de ce que tu dis. Je sais bien que vous êtes en train de vous raser, monsieur Roland, mais ce sont deux dames. À cette heure-ci? Bah oui. Il y en a une qui est jeune et tout en larmes. L'autre a l'air d'une infirmière. Elle a une blouse sous son manteau. Mais qu'est-ce qu'elles veulent? Vous voir. Elles disent que c'est urgent. Je les ai fait rentrer au salon. Très bien, fais-les patienter quelques minutes, j'y vais. Très bien, monsieur Roland. Allons, mademoiselle Henriette, ne vous mettez pas dans cet état. Sinon, nous allons regretter de vous avoir laissé venir en ville. Je suis parfaitement bien, sœur Anna. Ne vous faites pas de soucis pour moi. Ce sont les nerfs. Et c'est monsieur Durtal qui n'arrive pas. Soyez raisonnable. Il y a à peine 5 minutes que nous l'attendons. Après tout, il n'est que 8 heures. C'est un peu tôt pour une visite imprévue. Et d'ailleurs, tenez, le voici. Bonjour, mesdames. Monsieur Durtal, je vous en supplie, ayez pitié. Voyons, mademoiselle Henriette. Marie, donne-nous un peu de café, ok? Tout de suite, monsieur Roland. Asseyez-vous, mademoiselle. Allons, je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Je n'aurais pas dû la laisser venir. Elle n'est pas encore en état. Si, je suis parfaitement en état. Seulement, il y a si peu d'espoir, il reste si peu de temps. Monsieur, je suis sœur Anna de la clinique de Sainte-Croix à Meudon. Mademoiselle Henriette Morny, que voici, s'est trouvée mêlée à un drame il y a quelques mois. Son état a nécessité des soins prolongés, dont l'hibernation. Le docteur Lévy espérait que tout serait fini lorsqu'elle reprendrait conscience. Or, depuis hier, mademoiselle Henriette paraît maîtresse d'elle-même. Elle désirait fortement vous rencontrer. Nous n'avons pu nous opposer à un projet qui peut avoir de très graves conséquences. Oui, je comprends. Qu'est-ce qui vous tourmente, mademoiselle? L'homme que j'aime va mourir demain. Une effroyable erreur. Comprenez-moi, il y a des couples dont la raison d'être est de vivre ensemble. Jacques et moi, nous sommes de ceux-là. S'il meurt demain, je fais le serment de ne pas lui survivre une heure. Allons. Comment voulez-vous que monsieur Durtal comprenne ce que vous attendez de lui? Il faut qu'il comprenne, il faut... Alors, laissez-moi parler. Monsieur, voici la situation. Jacques Lasserre, le fiancé de mademoiselle Henriette, est incarcéré pour un crime que, d'après notre patiente, il n'a pas commis. Néanmoins, le procès a conclu à sa culpabilité et il a été condamné à mort. C'est une ignominie. Je me souviens de la condamnation de Lasserre. Ne doit-il pas être exécuté prochainement? Demain matin, monsieur. Tiens. Il n'est pas trop tard, il ne peut pas être trop tard. Voyons, quel est déjà le crime pour lequel il a été jugé? On l'a accusé d'être un parricide, monsieur. C'est faux. Il n'en est pas moins vrai qu'il a été condamné pour cela. Les preuves ne manquaient pas. Néanmoins, le docteur Lévy m'a autorisé à accompagner mademoiselle Morny chez vous ce matin. J'ajoute qu'elle est parfaitement saine d'esprit. Sinon, je ne serais pas ici avec elle. Mais elle a été très longtemps malade.
C'est ma faute, monsieur Durtal. Mon témoignage a contribué à envoyer Jacques à l'échafaud. Je n'ai pas pu mentir. Ils étaient 2 contre moi. On a le café, monsieur Durtal. Merci, Marie. Pose-le sur le guéridon, nous nous servirons. Je ferai le service si vous permettez. Merci. Alors, il faut que je sois calme et que je vous raconte les choses dans l'ordre. Voilà. Je suis comédienne. Enfin, j'essaie de l'être. Je fais de petits rôles. Jacques voulait être acteur, lui aussi. Il avait obtenu un engagement dans la même pièce que moi. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Merci. Tenez. C'est le fils de Gaspard Lasserre, la grosse boîte de produits synthétiques de Courbevoie? Oui. Son père aurait voulu lui remettre ses affaires, mais Jacques s'en sentait incapable. Il voulait vivre sa vie, non pas celle des autres. Alors son père lui en voulait. Ils étaient brouillés? Ils n'habitaient pas ensemble, mais ils n'étaient pas brouillés. En fait, depuis quelques mois, leur relation tendait à s'améliorer. C'est alors que nous nous sommes rencontrés. Jacques est allé voir son père pour lui annoncer notre mariage. Monsieur Lasserre s'est mis dans une colère épouvantable. Il a dit à Jacques des choses horribles sur moi. Horribles et injustes. Ils se sont disputés. Jacques a perdu la tête et... Il a frappé son père. Bref, monsieur, on a trouvé monsieur Lasserre assassiné à son domicile. Et comme les voisins avaient tous entendu la dispute et assisté au départ précipité du jeune homme, il a été accusé tout de suite. Malgré les efforts de son cousin, qui fit tout ce qui était en son pouvoir pour le sauver, Jacques Lasserre fut condamné à mort par les assises de la Seine. Alors. Quelles preuves avait-on trouvé contre lui, en dehors du témoignage des voisins? En fait, il a avoué son crime, monsieur. Non, ce n'est pas vrai, il mentait. Et comment il a avoué être le meurtrier de son père? Eh oui. Au procès, il a tenté de se rétracter, mais personne ne l'a cru. Mademoiselle Henriette elle-même, ainsi que monsieur Brudel, le cousin, et un ami qui l'avait accompagné, ont été témoins de la scène de ses aveux. C'est ma faute s'il a été condamné. C'est à cause de moi. Mais non, mon enfant. Vous ne pouviez pas faire autrement que de reconnaître les faits. Vous n'étiez pas seul témoin, ne l'oubliez pas. Je n'ai pas pu dire que ce n'était pas vrai, vous comprenez? Ils étaient 2 contre moi. Il a bien fallu que je confirme ces paroles. Mais les avait-il vraiment prononcées? Dans quelles circonstances? Tout de suite après le drame. Il était effondré, la tête dans ses mains, il ne voulait rien dire. C'est alors qu'on a sonné et que son cousin est entré. Quelle heure était-il? 10h30 le soir. Mademoiselle Morny, Jacques est chez vous, je crois. Il faut que je le voie immédiatement. Je suis son cousin, Géo Brudel. Et voici mon ami, Lucien de la Plante. Je ne sais pas si Jacques voudra recevoir des visites, monsieur. Au nom du ciel, nous n'avons pas une minute à perdre. Jacques, ces messieurs ne m'ont pas écouté. Oh, c'est bien, ma chérie, ne te tourmente pas. Jacques, mon vieux, mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Comment ai-je pu faire une chose pareille? Je suppose que tu as perdu la tête. Oncle Gaspard était dur parfois. Il a été odieux. Il m'a dit... Oh, je ne veux pas répéter ce qu'il m'a dit, pas devant Henriette. Mon pauvre chéri. Mais comment as-tu pu te laisser aller jusqu'à le frapper? Frapper son propre père, Jacques. Oh, je suis un monstre. Écoute, mon vieux, nous sommes là pour t'aider. Mon copain de la Plante a une voiture de sport. Demain matin, tu seras introuvable. Je ne veux pas me dérober, je ne veux pas fuir. Mais tu es complètement inconscient. Un parricide est puni de mort, tu le sais bien. Je l'ai tué. Moi, Jacques Lasserre, j'ai tué mon père. Tué mon père. Allez-vous-en, allez-vous-en, je ne mérite pas de vivre. Laissons-le. Il n'est pas en état de nous écouter. Viens, Lucien. Écoutez, mademoiselle, vous aimez Jacques, n'est-ce pas? Tenez, voici son revolver. Je l'ai enlevé avant que la police ne découvre le crime. Faites-le disparaître d'une manière ou d'une autre. Et j'ai pris la précaution d'ouvrir la fenêtre là-bas. Je suis prêt à jurer que j'ai vu s'enfuir des cambrioleurs. Et soyez tranquille, Henriette. Je ferai tout pour le sauver. Mon Dieu, qui est-ce? Monsieur Jacques Lasserre est ici, n'est-ce pas? Qui le demande? Inspecteur Lavedan de la police judiciaire.
Tu reçoiras une exécution que si un fait nouveau est intervenu, justifiant une révision du procès. Alors, cette jeune personne t'apporte-t-elle une preuve? Quelque chose qui n'ait pas été dévoilé aux assises? Hélas, non. J'ai revu tout le dossier. Il y a des choses qu'il faut que je vérifie. Mais il me reste que quelques heures avant la nuit. Si on ne me donne pas un jour ou deux, je ne peux rien faire. Je ne suis pas un Superman. Mais tu es un super sentimental, en tout cas. Mais je comprends très bien le chagrin de cette pauvre jeune fille et la pitié qu'elle t'inspire. Mais comment veux-tu que j'entreprenne quoi que ce soit d'officiel sur des bases inexistantes? Tu connais bien le procureur. Tu pourrais essayer de lui téléphoner. Oh, j'imagine d'ici notre conversation. Mon cher divisionnaire, vous avez donc un fait nouveau? Non, monsieur le procureur, non, c'est la fiancée du condamné qui est persuadée qu'il est innocent. Elle pleure, il faudrait casser le jugement. Oh non, Durtal, tu n'es pas un enfant. Tu ne peux pas dire au procureur que tu as des raisons de croire à l'innocence de la Des sœur. raisons, il me demandera lesquelles. Il faut que tu trouves quelque chose, mon petit vieux. Le cousin est en voyage d'affaires, il ne rentrera que demain. Les voisins ont déménagé. Je fais rechercher les membres du jury, mais enfin tu te rends compte de l'heure qu'il est. Écoute, mon petit Durtal, je ne suis pas plus mauvais qu'un autre. Si tu crois sincèrement que ce garçon pourrait être condamné à tort, je veux bien essayer de téléphoner au procureur. Mon Dieu. Oh, ne te réjouis pas. Il y a une chance sur 1000 pour qu'il accepte le complément d'enquête que je vais lui demander. Peut-être pourrais-je obtenir que tu rendes visite au condamné. Bon. Enfin, je vais faire mon possible, comme toi. Dans ce monde, lorsqu'on a fait son possible, on a la conscience en repos. Merci, Gallois. Allô, Galabert, demande-moi le bureau du procureur de la République, s'il te plaît. Et s'il n'est pas au palais, qu'on l'appelle chez lui. Voici Monsieur Durtal, c'est par ici. Je suis désolé, mais je dois assister à votre entretien avec le condamné. Vous avez obtenu la grande faveur de lui rendre visite dans sa cellule, mais vous pouvez le faire en secret. Je vous en prie, monsieur le sous-directeur, je puis très bien parler à la serre en votre présence. Par ici. Merci. Quoi? Déjà? Non, rassurez-vous, il n'est que 8 heures du soir. C'est monsieur qui veut vous voir par autorisation spéciale de monsieur le procureur. Qui êtes-vous? Vous êtes pasteur? Non? Journaliste? Allez-vous-en. Je ne suis rien de tout cela, je suis ethnographe. Hein? Et parfois détective privé. Mais c'est à ce titre que votre fiancée est venue me voir. Elle va mieux? Elle est convalescente. Elle est convaincue que vous êtes victime d'une erreur judiciaire. Elle m'a supplié de vous sauver. Plus personne ne peut rien pour moi. Que l'aumônier, peut-être, demain matin. Si vous ne m'aidez pas, je ne puis rien faire. C'est trop tard. Allez, monsieur, merci de votre peine. Priez pour moi. Je prierai alors pour deux. Pour deux, que voulez-vous dire? Mademoiselle Henriette m'a assuré qu'elle ne vous survivrait pas. Et je suis certain qu'elle disait vrai. Non, il faut qu'elle vive. Elle est jeune, elle oubliera. Elle doit vivre. C'est elle que je vous demande de sauver, la serre. Nous avons encore une toute petite chance. Aidez-moi. Que puis-je faire? Avant tout, dites-moi que vous êtes innocent. Je l'ai répété pendant des semaines au procès, vous voyez où cela m'a conduit. Regardez-moi en face et dites-moi, je n'ai pas achevé mon père d'un coup de revolver. Je n'ai pas achevé mon père d'un coup de revolver, je vous le jure. Cependant, on ne vous a pas cru parce que vous aviez avoué tout d'abord. Alors expliquez-moi ce revirement. Ah, quoi bon, on n'avez pas lu le compte-rendu des débats? Si, mais ce sont des faits froidement rapportés par un greffier. Je veux entendre votre histoire de votre propre bouche. Comme je n'ai aucune preuve, donnez-moi au moins une raison morale pour tenter l'impossible. Soit. Mon père était un peu brutal. Il ne mâchait pas ses mots. Nous nous sommes violemment disputés. Il voulait me déshériter si j'épousais Henriette. Il m'a dit sur elle des choses qui m'ont fait sortir de moi-même. J'ai perdu la tête et je l'ai frappé. Oui, un coup assez raide du revers de la main. Il était debout derrière son bureau. Il est retombé assis sur son siège, la tête sur le dossier du fauteuil, les yeux fermés. Sur son visage, une expression de souffrance morale que je n'oublierai jamais. Épouvanté par mon geste, je me suis enfui.
Lorsque j'ai appris qu'il était mort, j'ai pensé que le choc lui avait donné une attaque ou quelque chose comme ça. J'ai donc cru l'avoir tué. Et c'est ce malentendu qui a causé ma perte. Mais enfin, on n'est pas condamné à mort sur un malentendu. Il y a des preuves contre vous. Le revolver portait vos empreintes. Et ce revolver m'appartenait lorsque j'habitais avec mon père. Quand je me suis séparé de lui, je lui ai laissé. Il vivait au rez-de-chaussée et craignait les agressions. Mais c'est la thèse que votre cousin a essayé de défendre à l'audience. Des cambrioleurs. Ah, oui, le malheureux a été vite débouté. Les voisins l'ont entendu ouvrir la fenêtre après mon départ. Ils l'ont entendu partir. Les policiers l'ont trouvé chez moi en possession de l'arme. Pauvre Géo. Il a tout fait pour me sauver. Il a risqué sa réputation. Il a été condamné pour faux témoignage. Je n'ai même pas pu lui dire merci. Vous le lui direz pour moi, n'est-ce pas? Oui. Et vous direz à Henriette que je la supplie de vivre. Dites-lui que je l'attendrai. Je ne sais pas où, mais dites-lui qu'elle essaie. Voyez-vous, ce n'est pas de mourir qui est difficile. C'est de quitter ce qu'on aime. Je regrette, monsieur Durtal, mais votre visite ne devait pas excéder 10 minutes. Non, encore un instant, je vous prie, monsieur le sous-directeur. Écoutez, Lasserre. Si vous n'avez pas tué votre père, c'est qu'un autre l'a fait. Vous ne voulez pas payer pour un criminel tout de même, non? N'acceptez pas de mourir si vous êtes innocent. Je ne suis pas innocent. Celui qui frappe son père est indigne de vivre. Et puisque vous voulez connaître le fond de ma pensée, je pense que c'est mon père qui s'est tiré une balle dans la tête après mon départ. Je suis tout de même un parricide, n'est-ce pas? Mais pas du tout, ça change tout. Moralement, ça ne change rien, monsieur. Cette fois, monsieur Durtal, il faut partir, j'entends la ronde. Je suis navré, je ne puis outrepasser mes pouvoirs. Oui, je m'en vais. Si vous venez une idée, Lasserre, faites-moi téléphoner. Tenez, voici mon numéro. Promettez-le-moi. Merci, monsieur Durtal. Adieu. Alors, venez, monsieur. Au revoir, Lasserre. Je vais rester quelques instants auprès de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Pauvre garçon. Vous le croyez vraiment innocent? Je vais faire une dernière tentative chez le procureur. Il ne vous recevra pas puisqu'il a déjà repoussé votre demande cet après-midi. Ah, vous êtes au courant? On m'a informé, monsieur. En effet, mon ami le divisionnaire gallois avait fait une ultime tentative. Mais il n'y a pas de fait nouveau, vous comprenez? Et Lasserre ne m'a pas appris grand-chose. Je vais encore essayer de le questionner. Ne pensez-vous pas qu'il cherche à couvrir quelqu'un? Non, il se tient pour moralement responsable de la mort de son père. C'est pourquoi il se défend si mal. Je suis désolé. Brigadier, raccompagnez monsieur Durtal, je vous prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur le sous-directeur. Et merci de votre compréhension. Allons, Lasserre, ce monsieur a raison. Il ne faut pas abandonner la lutte. Vous avez vu l'heure qu'il est? Oui, je sais, cette nuit, c'est impossible. Alors quand? Demain? Ne soyez pas amer. Oui, demain, si l'on peut. Moi, je suis comme monsieur Durtal, je crois à la sincérité. Je vous fais confiance. Et je veux vous aider. M'aider? Mais comment ça? Écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Je risque gros, en fait, je risque ma place, mais il faut toujours écouter la voix de sa conscience, même si cela vous coûte quelques sacrifices. Voyez-vous, monsieur Durtal, j'ai beaucoup d'estime pour vous et je vous ai toujours tenu pour un homme intelligent. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai accepté de vous recevoir à cette heure inhabituelle. Mais je ne puis croire que vous manquiez du sens des réalités à ce point-là. La mort d'un homme est une chose grave, monsieur le procureur. Une erreur est un crime. C'est la raison d'être de la justice, monsieur. L'homme est faillible. C'est pourquoi nous choisissons 12 d'entre eux. Les chances d'erreur sont ainsi réduites 12 fois. 11 personnes peuvent se laisser gagner par la conviction d'un seul. Les exemples ne manquent pas. Alors que vous-même n'avez pas réussi à me convaincre? Non, monsieur Durtal, je tiens Lasserre pour coupable. Et vous savez, les parricides ont peu de chances d'attirer la sympathie. Monsieur le procureur, cet homme ne mentait pas. Lorsque vous aurez vu comme moi des centaines de criminels, lorsque vous aurez entendu nier des dizaines de coupables, lorsque vous aurez vu pleurer des empoisonneuses, des meurtrières prendre le deuil de leurs victimes, des assassins
nié devant l'aumônier et jusqu'au pied de l'échafaud. Vous ne croirez plus à la sincérité humaine, monsieur. Dans le cas qui nous occupe, vous vous êtes laissé entraîner par la pitié qu'a éveillé en vous le chagrin bien naturel d'une jeune femme et les dénégations d'un criminel qui essaie de défendre sa tête. Après avoir avoué devant 3 témoins, ne l'oubliez pas. Si vous me laissiez ne serait-ce que 48 heures, je suis certain... Ce n'est plus en mon pouvoir. Le pourvoi de la serre a été rejeté. Vous ne m'apportez aucun fait nouveau. Rien ne justifie un supplément d'enquête. Ah, allons, monsieur, je regrette. Mais il faut maintenant que je me consacre aux amis qui m'attendent. Croyez-moi, ne choisissez pas un cas aussi peu intéressant pour faire le procès de la justice, monsieur. Firmin, reconduisez, je vous prie. Allô, monsieur d'Argenson? Ici Roland Durtal. Non, vous ne me connaissez pas, monsieur, et voici pourquoi je me permets de vous téléphoner si tard. Lors du procès Lasserre, vous étiez bien président du jury, n'est-ce pas? Oui, Lasserre repart ici, oui. Oui, en effet, demain matin. Mais... D'accord, monsieur, seulement... Non, permettez-moi tout de même de vous poser une question. Lors de vos délibérations, tous les jurés étaient-ils convaincus, ou bien l'un d'eux a-t-il émis une opinion différente de celle qui a motivé votre conclusion? Comment? Si, non, je vous assure que ce serait peut-être très important. Ah bon, pouvez-vous me donner son nom? Merci. Avec un T? Oui, très bien, je vous remercie. Non, soyez tranquille. De toute façon, il nous reste si peu de temps. Au revoir, monsieur. Picoche, oui. Cherche dans l'annuaire le numéro d'un certain Robineau, Ferblantier à la porte Champéret. Pendant ce temps, j'essaie encore le cousin. Robineau, vous avez le prénom? Non, mais Ferblantier à la porte Champéret, il doit pas y en avoir 36. C'est un juré qui avait une idée? Oui, suicide du père. Si le vieux s'est tué de chagrin, c'est quand même la faute à son fils. Bon, tu rigoles, entre donner une gifle et tirer un coup de pétard, il y a tout de même une marge. Il répond toujours pas, le cousin. Voilà votre Robineau. Il s'appelle Jules. Bon. Mais il a le téléphone qu'au magasin, on dirait. Prends le bottin et cherche son domicile privé. S'il n'a pas le téléphone... On ira le tirer du lit, on ne te noie donc pas dans un verre d'eau, Picoche. Je préférerais un verre de bière, j'ai une de ces soifs. Et tu as pu atteindre les voisins qui ont déménagé? Ah oui, patron. Alors? Ils m'ont fichu dehors. Ils sont persuadés que Lasserre est coupable. Et ils se réjouissent qu'on lui coupe le cou. Bravo. Le bon cœur des gens sera pour moi un perpétuel sujet d'étonnement. Va voir, Picoche, ça doit être Galabert. Ah, salut, Galabert. Oui, alors, par ici, mon vieux, par ici. J'ai pu me débrouiller, alors je crois que je vais... T'attends. Faire du nouveau? Eh non, Galabert, non. Rien qui puisse me servir. Dites-moi, vous m'avez apporté le dossier de l'enquête? Oui. Merci. Mais il faudra que Picoche me l'entre demain matin. Oui. Je l'ai pris en douce, il ne doit pas sortir des archives. Tenez. J'espère y trouver un cheveu, un petit quelque chose. Sinon, nous sommes fichus. C'est que le temps passe, évidemment. Est-ce que je peux vous servir à quelque chose? Non, je vous remercie. Plutôt aussi. Vous avez la voiture? Oui. Alors, voulez-vous aller jusqu'à Neuilly avec Picoche? Un des jurés du procès demeure là-bas. Il était fermement convaincu de l'innocence de Lasserre. Bon. Je voudrais avoir son avis là-dessus. À cette heure-ci, votre présence ne sera pas inutile pour lui délier la langue. Picoche reviendra ici pour me donner le résultat. Déjà. Oh, mon Dieu. Sœur Annan, ne voulez-vous pas téléphoner à M. Durtal? Non, mon enfant. De deux choses l'une. Où il est occupé et notre téléphone lui fera perdre de précieuses minutes. Où il n'a rien trouvé et ces minutes, c'est vous qui les perdrez. Moi? Que puis-je faire, sœur Anna? Priez, Henriette, comme moi. Je crois que c'est tout ce que nous pouvons faire pour lui maintenant.
Allô. Ah, monsieur Durtal, c'est vous? Écoutez, il m'arrive une chose épouvantable. Heureusement que vous m'aviez laissé votre numéro. Non, pas à Fresnes, je suis dehors. Oui, aux Invalides, dans un appartement privé, à côté d'un cadavre. D'un cadavre, oui, une femme. Non, personne. Écoutez, si je l'avais tué, je ne vous téléphonerais pas. La police peut arriver d'une minute à l'autre, je suppose. Moi? Seulement la poignée de la porte et le récepteur du téléphone. Le cadran, oui, bien sûr. Ah, et le commutateur électrique, oui, que j'oubliais. Bien. Oui, je vous le promets. Avenue Victor Hugo, oui, bien entendu, monsieur Durtal, j'arrive. Personne, les rues sont presque désertes. Quelle heure est-il? Bientôt 2 heures. Tenez, buvez ça. Merci. Comment vous êtes-vous évadé? Avec l'aide du sous-directeur, monsieur Quentin. Hein? Oui, après votre départ, il m'a proposé de me cacher chez lui le temps qu'il faudrait pour que vous puissiez mener votre enquête à bien. Sa femme était absente chez sa mère pour quelques jours. Il était formidable. Il m'a donné sa clé, il m'a fait sortir. Il risque gros. Il a dit qu'il se débrouillerait. Il savait qu'officiellement, on ne pouvait plus rien faire. Mais alors, quand je me suis trouvé là-bas, cette femme morte... Racontez vite. J'entre avec la clé. Oui. Je tâtonne pour trouver une lumière. J'en trouve pas dans le hall. Alors je passe tout droit dans ce qui devait être le salon. Je trébuche sur quelque chose de mou. J'allume enfin. Une femme morte étendue à mes pieds. Avez-vous touché au cadavre? Non, absolument pas. Mon esprit n'arrivait pas à enregistrer la chose. Il me semblait que je faisais un cauchemar. Je ne savais que faire. Alors enfin, j'ai sauté sur le téléphone et je vous ai appelé. Avez-vous soigneusement essuyé vos empreintes, comme je vous l'ai recommandé? Oui, monsieur Durtal. En sortant de l'immeuble, aucune voiture en vue? Non, aucune. Mais j'ai entendu les sirènes de police. Il était temps. Mon Dieu, les voilà. Non, ne vous inquiétez pas. Impossible de joindre le bonhomme. Il est parti pour le week-end à la campagne. Ouais, nous verrons ça demain. Demain, mes patrons, demain, ce sera plus la peine. Je te présente Jacques Lasserre. Non, ça alors... Comment diable êtes-vous sorti? On te racontera ça plus tard. Monte vite au 6e, réveille Marie et dis-lui que tu lui amènes un pensionnaire. À 2h du matin, mes patrons, je vais me faire arracher les yeux. Ne discute pas, monte, que Marie prépare des draps dans son alcôve. Allez, vite. Ah, quelle commission, bonne mère. Ah, monsieur Durtal, pourquoi faites-vous ça? Pourquoi le sous-directeur de la prison vous a-t-il fait évader? Pour la même raison, sans doute. Nous n'avons pas le temps de nous interroger. L'ennui, c'est ma visite au procureur. Oui. S'il se méfie, il enverra perquisitionner chez moi. Nous avons une seule chance. Ma chambre du 6e ne figure pas sur mon bail. Non, je ferais mieux de me tirer une balle dans la tête. Dites non, pas de bêtises. Taisez-vous et laissez-moi réfléchir. Demandez les dernières nouvelles. Édition spéciale. Un condamné à mort s'évade quelques heures avant son exécution. Demandez le matin. Un dangereux criminel commet un nouveau crime. Édition spéciale, tous les détails. Nouveau crime du parricide. Demandez le matin. La femme d'un haut fonctionnaire assassinée par un évadé. Par la Sainte Vierge, monsieur Roland, ce n'est tout de même pas... Ce n'est pas cet homme-là qui a couché dans ma chambre. Non, ce n'est pas tout à fait cet homme-là, Marie. Comment pas tout à fait? Et il n'est pas l'homme qu'ils disent. Ce n'est pas un criminel? Je ne crois pas. Mais vous n'en êtes pas sûr. Ah, dans ce domaine, comment peut-on être sûr de quoi que ce soit? C'est trop fort. Un beau jour, monsieur Roland, vous me ferez mourir. Quand je pense comme vous étiez mignon quand vous aviez 7 ans et que votre pauvre maman me disait que vous étiez si gentil avec moi. Écoute, ma bonne Marie, tu as confiance en moi. Oh, ça... Tu as confiance en moi, dis. Oui, monsieur Roland, oui. Alors sèche tes larmes et aide-moi. Je suis persuadé que ce garçon est innocent. Et je vais essayer de le prouver. Et si on met la main sur lui, il n'a plus aucune chance. Aucune, tu entends? Et nous non plus. Un repris de justice qui s'évade et qu'on trouve à côté d'un cadavre, il est perdu, tu comprends? De toute façon, il est déjà condamné à mort. Alors je vois pas ce qu'on peut lui faire de plus, coupable ou pas. On ne meurt qu'une fois.
D'accord, Marie, mais laisse-moi faire. Je te promets qu'il ne restera pas longtemps dans ta chambre. C'est rapport à ma réputation, monsieur Roland. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi au 6e? Les voisines sont des langues de vipère. Déjà ce matin, si vous aviez vu comment la cuisinière du second m'a regardé... Oui, parce que tout le couloir sentait le tabac, vous comprenez? Votre jeune homme n'a pas fermé l'œil, il a fumé toute la nuit. As-tu une balance, Marie? Une balance? Oui, pour la cuisine. Tu ne te sers jamais d'une balance? Ben si, pour peser la farine ou pour les confitures. Eh bien, pose ta balance bien à plat sur la table. Dans un des plateaux, tu mets la vie d'un homme jeune, aimé d'une jeune fille, la vie avec tout ce qu'elle représente, de petites joies, de grands bonheurs, d'incidents familiers, de possibilités d'avenir, d'espoir, etc. Oui, bon, la vie d'un jeune homme. C'est ça. Et dans l'autre plateau, qu'est-ce que je mets? Ta réputation d'honnête femme. Tu me diras demain matin de quel côté a penché la balance. Je vais ouvrir? Bah voyons, tu as quelque chose à cacher, Marie? J'y vais. Mais je vous le répète, monsieur Roland. Bonjour, vous me faites mourir. Bonjour Marie. Monsieur Durtal est chez lui en ce moment. Bon. Ah, Gallois, mon vieux. Tu es bien matinal aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'amène? Le désir de boire une tasse de café bien chaud, si Marie en a encore. Je vais vous en préparer une tasse, monsieur le commissaire. Bah entre, mon vieux, entre. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'elle a, Marie? Elle a pleuré? De mauvaises nouvelles de sa sœur, je crois. Ah, pauvre Marie. Tu en as de meilleures de ton poulain, je pense. Mon poulain? Oh, fais pas l'innocent. Tu as lu les journaux ce matin. Ben non, mon vieux, pas encore. Mais j'ai entendu crier les manchettes. Oh, ne me dis pas que ce condamné évadé, c'est la serre? Et comment? Ta visite a dû lui donner du courage, il en a profité pour commettre un second crime. Bravo pour ta fine psychologie. Heureusement que tu étais trop jeune à l'époque de l'entrevue, tu aurais été fichu de le défendre. En ce qui concerne la serre, tu vois que j'étais en bonne compagnie, puisque le sous-directeur de la prison lui-même a cru à son innocence et a voulu l'aider. L'aider? Oui, il est resté quelques instants pour lui prodiguer de bonnes paroles après ton départ, et l'autre en a profité pour lui sauter dessus, l'assommer, lui voler ses clés et ses vêtements. Qu'est-ce que tu dis? Bah alors, quoi? Comment crois-tu qu'il s'est évadé? En passant à travers les murs? Il s'est évadé comme ça? Il est sorti par une issue privée, réservée aux fonctionnaires. Comment pouvait-il la connaître? Oh, n'en sais rien, mais ma parole t'unirait l'évidence. Et Madame Quentin? Elle s'est étranglée toute seule, peut-être. Quentin, c'est le sous-directeur? Oui, tout juste. Et comment la serre avait-il son adresse? Pourquoi s'est-il rendu chez lui? Mais tout simplement pour se procurer de l'argent, tiens. L'appartement a été cambriolé? Le coffret à bijoux de Madame Quentin gisait sur le sol, vide. Et les empreintes de ton Lasserre y figuraient en bonne place. Ces empreintes? Oui, un coffret chinois en lac. Elles étaient si nettes, les empreintes, qu'il n'y aurait pas besoin d'un spécialiste pour les photographier. Tu ne dis plus rien. T'es encore heureux. Pourquoi es-tu venu, Gallois? Pour jouir de ma défaite? Oh, tu sais bien que non, mon petit Durtal. Nous pensions, enfin le procureur pensait... En fait, je lui ai promis de faire un saut chez toi pour voir si tu savais quelque chose à propos de la serre. Après tout, tu lui as laissé ton numéro de téléphone. Comment le sais-tu? Ah oui, le sous-directeur a assisté à notre entretien. Tu n'as pas de ses nouvelles, par hasard? Du sous-directeur? Non, de la serre. Il ne t'a pas téléphoné depuis son évasion, non? Ah si, il m'a dit « Je me suis évadé, j'arrive. Il est dans le lit de Marie. » Et bonne dans le lit de Marie. Je vois ça d'ici. Sacré Durtal, avec toi, impossible de garder son sérieux. Dans le lit de Marie. Café, monsieur le commissaire. Oh, merci, ma bonne Marie. Non, tout de même, Durtal, attention, hein. Prends quelques précautions, cet homme est dangereux. Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Ah oui, votre sœur. Oh, je suis désolé, mais j'espère que ça ne sera rien. Enfin, tous mes vœux. Diable, 8h30. Faut que j'avale ce café en vitesse. Je suis déjà très en retard. Vous n'avez rien mangé, ce n'est pas bon? Si, madame. Ça ne sert à rien de tomber malade. Il faut manger. Je n'ai pas faim. Vous avez pensé à mes cigarettes? Et voilà. Mais vous fumez trop, vous allez vous détraquer les nerfs. Regardez comme vous tremblez. Ah, mettez-vous à ma place. J'épie tous les bruits de la maison. Chaque fois que l'ascenseur se met en marche, je pense que l'on vient m'arrêter.
Et je pense à vous, à M. Durtal, à tous les ennuis que je vais vous procurer. Il faut avoir confiance en M. Roland. Il m'a redonné le goût de vivre. Maintenant, j'ai peur. Il m'a chargé de vous dire ceci. Si vous avez les bijoux, il faut me les remettre. Quels bijoux? Les bijoux qui étaient dans le coffre de Lac, chez le sous-directeur de la prison. Bon sang! Le coffret! Vous l'avez touché, paraît-il. Il y a vos empreintes digitales. Oui, je l'avais oublié. J'ai bien essuyé le récepteur du téléphone, comme M. Durtal me l'avait recommandé, le bouton de la porte, l'interrupteur. Oh, mais bon sang de bon sens. Oh, ce dernier coffret m'est sorti de la tête. Vous n'avez pas les bijoux? Mais non. Ah, écoutez, dites à M. Durtal que j'ai fait une gaffe terrible. Le coffret était par terre, retourné. Je l'ai ramassé machinalement pour voir s'il était vide. Et je n'y ai plus pensé. Bon, je lui dirai. Oh, dites-lui que je suis un imbécile. Ça, il tirera ses conclusions lui-même. Allez, je descends. Avez-vous besoin de quelque chose avant ce soir? Monsieur Durtal, j'aimerais le voir. On ne peut pas monter pour le moment. Les pijacasses du 6e sont à l'affût. Si on apprend quelque chose, nous sommes bons pour aller tous moisir en prison. Lisez un peu, ça vous distraira. Et vous ne m'avez pas apporté les journaux? Non, M. Roland me l'a défendu. Ils sont mauvais pour moi, hein. Un ramassis de sottises. Tenez. Et un tas de romans dans ce tiroir, ça vous changera les idées. Le prince des tilleuls, de Gypre. Amoureuse, de Delhi. Oh! Tenez, lisez celui-là. Cerisier en fleurs, de Max Duvezy. Oh, ça, c'est le plus joli. Une fumée pas trop. Vous allez vous abîmer la santé. Merci, madame. Bonjour, madame Leroy. Vous allez bien? Très bien, madame Durand, merci. Quelque jour, vous avez une de ces mines. Ça fait plaisir à voir. Un vrai teint de rose. Ah, ma foi, c'est le printemps. Le printemps, l'amour à 20 ans. Vous connaissez le refrain? Oui, j'en connais aussi un autre. C'est dans les vieilles casseroles qu'on fait la meilleure soupe. Ah, vous avez bien raison, madame Leroy. Quand on peut profiter, moi, si quelqu'un voulait encore de moi, je ne me lèverais pas non plus. Par exemple, j'aurais peur que mon patron ne l'apprenne. Pas vous? Pourtant, le mien, il n'est pas détective. Monsieur Géobrudel? C'est moi, monsieur. Mais je ne crois pas avoir l'honneur. Je m'appelle Roland Durtal. Ah, parfaitement. On m'a dit au bureau que vous avez cherché à m'atteindre hier. Et même cette nuit par téléphone. Mais ça, personne ne pouvait vous le dire. Je ne suis rentré que ce matin. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Et que puis-je pour vous? Je cherche à venir en aide à votre cousin Jacques Lasserre. Ah, pauvre Jacques. À vous dire la vérité, monsieur, je me suis absenté à dessein. Je ne voulais pas être à Paris ce matin. Je ne m'en sentais pas la force. C'est un peu lâche, mais que voulez-vous, quand il n'y a plus rien à faire? Vous avez appris les nouveaux événements? J'ai lu les journaux, en effet. La nouvelle aberration de ce pauvre garçon m'empêche de me réjouir de son évasion. Et pourtant, vous l'avouerai-je, je suis heureux de le savoir encore en vie. Est-ce vraiment lui qui a étranglé cette femme? A-t-on des preuves? Je n'en sais pas plus que vous, monsieur Brodel. Ce n'est pas, d'ailleurs, à ce propos que je suis venu vous voir. C'est au sujet du premier crime de Jacques Lasserre et de sa condamnation. Le meurtre de son père. Une bien triste histoire. Vous croyez à la culpabilité de Lasserre? Ah, que vous dire? Maintenant que je vois tout ce cauchemar avec quelques reculs, ben oui, je le crois. Ça ne semble pas être l'avis de sa fiancée. Henriette Morny. Pauvre enfant. Elle est à demi folle dans une maison de santé. Et je sais, elle est venue me trouver hier matin. Vraiment? Elle est sortie? J'espérais, et le docteur Lévy avec moi, qu'elle ne reprendrait conscience des événements qu'après après la dramatique conclusion de ce matin. Seulement voilà, Jacques Lasserre est vivant, tout est remis en question. Ah, pauvre Henriette. Il faudra que je m'occupe d'elle. Elle n'a personne, vous savez. Je voudrais bien moi aussi aider cette jeune fille, mais pas de la même façon que vous. J'aimerais lui donner raison et lui rendre son fiancé. Je crains que vous ne défendiez une mauvaise cause, monsieur Durtal. Cette même cause pour laquelle j'ai tant lutté. Je crois que vous allez suivre le même chemin que moi et comme moi vous y égarez. Néanmoins, si je peux vous être utile pour aider Jacques, disposez de moi. Quelles sont les réflexions ou les observations qui vous ont permis de conclure à la culpabilité de votre cousin, contrairement à votre première conviction? Avant toute chose, sa propre attitude. Ce garçon s'est mal défendu, et lorsque je suis allé le voir pour essayer de l'aider à fuir, il était très abattu. Il n'a fait aucune difficulté pour avouer son crime.
Et soudain, je ne sais si l'instinct de conservation lui est venu après coup, il a commencé à dire qu'il n'avait pas touché au revolver. Or, ses empreintes étaient dessus, les siennes et aucune autre. Et mon oncle n'a donc pas pu se servir de l'arme contre lui-même. Chez votre oncle, le soir du drame, vous êtes certain d'être arrivé tout de suite après Jacques? Certain, hélas. J'ai vu démarrer sa voiture au moment où j'arrivais dans la mienne. Et j'ai bien essayé de dire que j'avais trouvé la fenêtre ouverte, que j'avais vu s'enfuir des malfaiteurs. Mais le procureur n'a pas tardé à déceler la vérité. Et j'ai écopé de 3 mois pour faux témoignage, vous savez. Avec le sursis, bien sûr. Oui, je sais, monsieur Brudel. Et la serre que j'ai vue dans sa cellule la nuit même de son évasion, vous en avez gardé une grande reconnaissance. Pauvre Jacques. À chaque pas qu'il fait, il s'enfonce davantage. Quand on mettra la main sur lui, j'espère au moins qu'il se rendra sans résistance, sinon... Sinon, la police l'abattra comme un chien enragé, monsieur Brudel. Madame, je suis navré de venir vous importuner en un tel moment, mais il y va de la vie d'un homme. Je suis heureuse que vous soyez là, monsieur. Je sais qui vous êtes. Je sais que vous défendez des causes justes. Je ne veux pas qu'on condamne un innocent. Ça ne ramènera pas ma pauvre fille, elle sera mal vengée. Merci d'être aussi compréhensive. Je suis d'autant plus heureuse que vous soyez venu qu'il y a une chose qui m'inquiète, une chose que je n'ai pas osé dire à la police. J'ai eu peur de l'usage qu'elle aurait pu faire de ce renseignement. Soyez certaine que je ne transmettrai à la police que ce qui pourrait l'éclairer, et surtout pas un mot à la presse. Eh bien voici. Pierre, mon gendre, a déposé que le jour de l'évasion du parricide, il croyait sa femme chez sa mère. C'est exact. Marie-Louise devait venir chez moi, mais n'est pas venue. Quand l'attendiez-vous? Le jour de sa mort, dans l'après-midi. Peu avant 7 heures, ne la voyant pas venir, je lui ai téléphoné. Elle m'a dit qu'elle avait un violent mal de tête et qu'elle allait se coucher. Elle a ajouté, sitôt au lit, ma petite maman, je te téléphonerai, on bavardera un moment. Je sais bien que le téléphone est fait pour des conversations brèves, mais parfois, il nous arrivait de prolonger un peu, et cela agaçait mon gendre. Marie-Louise m'appelait lorsqu'elle était seule. Et quand Madame Quentin vous a-t-elle rappelé? Justement, elle ne m'a pas rappelé. Et c'est ce qui m'inquiète. Vers 9 heures, j'ai fait son numéro, personne n'a répondu. Je l'ai refait 5 ou 6 fois jusque vers 11 heures, pas de réponse. J'ai pensé que quelque chose était intervenu pour changer ses projets. Je n'ai pas insisté. Lorsqu'on a retrouvé votre fille, elle n'était pas en tenue de nuit. Elle a donc renoncé à venir chez vous, renoncé également à se coucher, et elle ne vous a pas prévenu. Car ceci est très important. A-t-elle dû sortir? Et si oui, pourquoi? Ce misérable s'est évadé vers 1 heure du matin, je crois. Pourquoi ma fille était-elle encore habillée? Venait-elle juste de rentrer? Où était-elle allée? Autant de questions que j'ai retournées 100 fois dans ma tête, sans pouvoir leur donner de réponse. Vous auriez dû tout de même en informer les enquêteurs. J'ai craint qu'ils ne fassent des suppositions désobligeantes pour ma fille. Oh, monsieur Durtal, ma fille était honnête, je vous le jure, parfaitement honnête. Je ferai de ce renseignement un usage discret, je vous le promets. Autre chose, un coffret gisait béant sur le sol. On a donc cambriolé votre fille, madame. Connaissiez-vous les bijoux qu'elle possédait? Ces bijoux? Oh oui. Plusieurs lui venaient de moi, je les tenais moi-même de ma mère. Les autres lui avaient été donnés par son mari lors de ses anniversaires, pendant les premiers temps de leur mariage. Un collier de perles, un solitaire, une rivière de diamants. Important, le solitaire? 5 carats et demi, je crois. Tiens, je ne savais pas que les fonctionnaires d'État pouvaient se permettre de faire de tels présents à leurs épouses. Monsieur Quentin a-t-il une fortune personnelle? Il en avait une. Un héritage de son père. Mais elle a fondu. Ces dernières années, les cadeaux qu'il faisait à Marie-Louise étaient d'une toute autre classe. Foulard, sac, gants, colis fichés. Nous en avons parlé avec ma fille. Impossible de savoir où Pierre dépensait son argent. Les femmes? Oh, je ne crois pas. Il n'est pas coureur. Nous verrons cela. Pouvez-vous me donner une liste et une description des bijoux de votre fille, madame? Certainement. Tout d'abord, il y avait une parure ancienne, un bijou de famille, rubis et brillant. Rubis et brillant. Collier et pendant d'oreilles. Permettez une seconde, je note rubis brillant en oreilles. Ensuite, 2 bagues à monture anciennes,
Une topaze et un saphir avec de petites roses. Saphir. Un pendentif saphir, monture platine. C'était un cadeau d'Inès. Votre épouse avait-elle coutume de se coucher tard, monsieur Quentin? Mais non, commissaire, et ce soir-là, elle devait passer la nuit chez sa mère. Comment expliquez-vous que Lasserre l'ait surprise tout habillée à 1h du matin? Avez-vous une hypothèse pour expliquer cette apparente contradiction? Hélas, commissaire, j'ai peur de devoir apprendre en même temps mon veuvage et mon infortune. Expliquez-vous? Je regrette d'être contraint de parler ainsi de ma pauvre femme, mais je suppose qu'elle s'apprêtait... Eh bien, qu'elle avait décidé de faire une fugue. Et au moment où, avant de quitter le domicile conjugal, elle voulait prendre possession de ses bijoux, qui constituaient une petite fortune, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, Lasserre a pénétré dans l'appartement. C'est ce qui explique que le petit coffre-fort dans le mur n'ait pas été forcé. Cela explique également son silence à l'égard de sa mère et le fait qu'elle m'ait laissé croire qu'elle se rendait auprès d'elle. Oui. Aviez-vous auparavant des soupçons relatifs à l'infidélité de Madame Quentin? Je ne me suis aperçu de rien, mais dans ces cas-là, le mari est le dernier informé, n'est-ce pas? Oui, mais réfléchissez. Si vous pouviez nous aiguiller sur une piste, cela nous serait très utile. À quelle heure preniez-vous votre service ce soir-là? À 19h30, commissaire. Lorsqu'il y a une exécution, vous voyez, je suis là-bas toute la nuit. Je ne rentre pas avant 8h du matin. Oui. Donc, à 19h, vous étiez chez vous, et votre femme ne s'y trouvait pas. Non, monsieur le commissaire. Comme je la croyais chez sa mère, je ne me suis pas posé de questions. Très bien. Monsieur Quentin, je vais vous laisser. L'affaire est sans mystère, mais il y a juste ce petit point d'horaire qui me chiffonne un peu. Quelle nouvelle de Lasserre? Avez-vous pu savoir où il se cache? Pas encore. Plusieurs équipes travaillent à le rechercher. C'est pas en un jour que l'on peut venir à bout d'une telle besogne. Si nous le découvrons, je ne manquerai pas de vous le faire savoir. Tu en es sûr, Crison? Mon vieux Désiré, est-ce que j'ai l'habitude de te raconter des bobards? Et le père Taille m'a pas menti, garantie sur facture. Tout en lot de camelote. Il n'a acheté qu'une parure en rubis, collier et pendant d'oreille. Il l'a revendu ce matin à Namerlo. Mais il est sûr que c'est vendredi qu'on lui a apporté la marchandise? Oh, pas de doute, le samedi, il n'ouvre pas sa boutique. Non, d'une pipe. Le vendredi, le petit gars était encore à Fresnes. En tout cas, c'est pas un petit gars qui lui a apporté la camelote. Un monsieur très bien, paraît-il, dans les 45-50 ans. Écoute, Crison, je vais tâcher de t'apporter 2 photos. Tu les montreras au père Klein. S'il reconnaît son bonhomme, c'est gagné. D'accord, mon vieux, tu sais où me trouver. Et les autres diams de la liste, pas de nouvelles? Pas pour le moment. Mais compte sur moi, j'aurai sûrement un tuyau de main. Et de l'or en barre, tu me connais. Pour une fois, j'attends du platine. Monture ancienne, de préférence. Oh, Madame Marie, vous êtes tombée dans l'escalier? Vous êtes fait mal? Oh, c'est ma jambe. J'ai déjà les rhumatismes. Alors vous pensez, Madame Durand, une chute, ça n'arrange rien. Oh, j'ai toujours dit que ces marches pour aller au 6e étaient trop raides. Pourquoi est-ce qu'on nous prend pour des acrobates? Pouvez-vous vous lever? Attendez, je vais essayer. Là. Aïe. Aïe. Oh non, c'est pas possible. Attendez, je vais appeler la petite Bernier. Elle nous donnera un coup de main. Merci. Vous êtes le génie! Vous êtes le génie! C'est pas Dieu possible, cet escalier. Tenez, Madame Leroy, mettez votre bras autour de mes épaules. Comme ça. Oui. Vous m'avez appelé, Madame Eh oui. Oh, mon Dieu! Un accident! Oh, mais c'est rien, je suis tombée dans l'escalier. Ah, je l'ai toujours dit, ces marches sont impossibles. Oh, mais naturellement, c'est toujours assez bon pour nous. Appuyez-vous sur moi. Là, n'ayez pas peur. Nous sommes solides. Oui. Là. Allez-y. Hop là! Aïe! Là. Ouh là là. Oh. Ma cheville. Je crois que je me suis fait une entorse. Là. Tenez, entrons là, dans ma chambre. Là.
venez vous étendre sur mon lit. Mademoiselle Eugénie, allez donc chercher Madame Lucas. Elle a de l'acétate d'alumine et puis elle sait comment faire les pansements. Bon, d'ailleurs, s'il faut appeler le médecin. Voulez-vous qu'on aille chercher Monsieur Durtal, Mme Marie? Oh non, surtout pas. Ah oui, je comprends. À cause de vos petits secrets. Oh, à notre âge, Mme Marie, vous n'avez pas honte? Enfin, vous êtes libre, bien sûr. Ne bougez pas la jambe, c'est plus prudent. Voilà. Alors, elle vient, Mme Lucas? La voici, elle amène sa trousse à pharmacie. Par ici, Mme Lucas. C'est Mme Leroy qui a eu un accident. Oui. Fermez la porte, qu'on soit tranquille. Merci. Qui êtes-vous? Chut. Je suis Bicoche, le copain de M. Durtal. Enfin, son assistant. C'est lui qui m'envoie pendant que la gouvernante cherche un emploi à la Comédie Française. Je crois qu'elle a des chances. Elle vient de jouer une grande scène de mélodrame pour neutraliser les commères du 6e. Les 3 plus bavardes sont enfermées avec elle dans une chambre en face. C'est pourquoi j'ai pu monter en douce. Qu'y a-t-il de nouveau? Mon patron et moi, on est en train de démontrer que la femme du sous-directeur était déjà morte avant que vous n'arriviez. Et le médecin légiste, qu'est-ce qu'il dit? Il est un peu vague, mais l'appartement était surchauffé. Il pense cependant qu'elle a dû être étranglée plus tôt dans la soirée. Et puis il y a les bijoux volés. J'ai pu avoir un tuyau pour les bijoux. Ils ont été fourgués le vendredi déjà. Mais la police sera difficile à convaincre à cause de ces satanées empreintes sur le coffret. Il faut bien le dire, hein. Être condamné à mort, c'est pas très fameux comme référence. Attendez. Vous avez dit que Mme Quentin a été étranglée? Vous ne le saviez pas? Étranglée avec un cordon, une cravate, quelque chose? Non, étranglée avec les mains nues. Son cou portait distinctement la marque de 10 doigts, avec les pouces profondément enfoncés. Et manque de peau, la chair ne garde pas les empreintes digitales. Mais ce n'est pas moi! Ça ne peut pas être moi! Taisez-vous donc! Regardez mes mains. Je vois rien, qu'est-ce qu'elles ont vos mains? Ma main droite, regardez, je n'ai plus aucune force dans la main droite. Je ne pourrais pas étrangler un poulet. Bon sang, vous pouvez le prouver? Naturellement, j'ai eu la main prise dans un accident, voici quelques années, j'ai eu les tendons coupés. Il n'y a qu'à m'examiner, il n'y a qu'à demander au chirurgien qui m'a soigné. Je peux tout juste prendre un objet, et encore pas trop lourd. Mais serré, regardez, c'est impossible. Pas un poulet. Je pourrais même pas étrangler un poulet. Pas un poulet. Tu es complètement fou, Durtal. Tu m'as déjà fait faire un pas de clair auprès du procureur. Je ne veux plus que tu te mêles de cette affaire. À cause de toi, un dangereux criminel est encore en liberté. Comment à cause de moi? Ce n'est pas moi qui l'ai fait évader, non? C'est ta visite qui lui en a donné l'idée. Ce n'est pas lui qui l'a eu, cette idée. Ah non? Et qui est-ce? Pierre Quentin, le sous-directeur de la prison, mon Dieu. Magnifique. Et c'est lui qui lui a donné ses clés en le priant d'étrangler sa femme et de lui voler ses bijoux. Presque, Gallois. Qu'est-ce que tu me chantes? Tu te moques de moi? Pas le moins du monde. Et je peux le prouver. Tu as des preuves? Irréfutables. Alors dis vite. Non. Je te les donnerai après. Si tu acceptes de faire ce que je t'ai demandé. Ah, mais c'est du chantage, pur et simple. Non, mon vieux, c'est un marché. Donnant. Et j'ai mieux à t'offrir encore. Si tu es d'accord de me prêter main forte dans ma petite combine, je te livrerai Jacques Lassalle. Comment? Tu sais où il se cache? Oui, mon vieux. Tu vas me faire le plaisir de prendre 2 hommes avec toi et de me remettre immédiatement cet homme. Jamais de la vie. Durtal, tu n'as pas le droit. Je le prends. Écoute, Gallois. Tu ne comprends pas que si on l'arrête maintenant, il n'y a toujours aucun fait nouveau dans le premier crime, celui pour lequel on l'a condamné. Alors même innocenté dans l'affaire Quentin, la condamnation reste valable, et nous voici ramenés à notre point de départ. Tu as envie de téléphoner de nouveau au procureur? Je suis bien fâché, monsieur, je vous dérange. Mais non, mon ami, faites votre travail. Je ne veux pas que ma ligne électrique offre un danger de court-circuit pour l'immeuble. Ça va être un peu long. Ça ne fait rien. Je n'ai pas à sortir ce soir. Et si vous ne faites pas de bruit, vous ne m'empêcherez nullement d'écrire. Ah, le téléphone. Continuez tranquillement, mon garçon. Ouais. Allô? Allô, oui, c'est bien moi. Comment? Non, je ne comprends pas. Allô? Je vous entends très mal. Allô? De Bruxelles? Ah, très bien. Oui, j'attends. Allô? Allô? Alors, mademoiselle, et cette communication de Bruxelles? Mais oui, on m'a dit d'attendre. Bon, oui, je suis patient.
Allô? Mais oui, mademoiselle. Ah, Bruxelles? Allô? Oui, ici Géo Brudel. J'écoute. Qui? Je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter, je vous prie? Qui est à l'appareil? Ah, monsieur Durtal. Oui, bonsoir. Non, je vous entends très mal. Il paraît qu'il y a un dérangement sur ma ligne. On fait des travaux en ce moment. Oui, des travaux. Sur ma ligne électrique. Oui, ça doit être ça, en effet. Comment? Vous l'avez retrouvé? Mais où ça, en Belgique? Ça alors. Mais comment a-t-il réussi à passer la frontière? Comment a-t-il réussi à passer la frontière? Je vous demande comment il a pu passer la frontière. Allô? Monsieur Durtal, vous m'entendez? Je préfère couper la communication. Appelez-moi demain. Oui, excusez-moi. Ah, satané téléphone. Je suppose que je vous dois le dérangement de mon appareil. Oh, c'est pas l'appareil, monsieur, c'est la ligne. Mais demain, ce sera réparé. Comment demain? Madame, je peux pas finir ce soir, hein. J'ai déjà dépassé mon horaire. Pratique, hein, vraiment pratique. Venez au moins à la première heure demain. Ah, comptez sur moi, monsieur. À 7h, je suis là. Au revoir, monsieur. Sans faute, n'est-ce pas? Au revoir. Vous connaissez le chemin, la femme de chambre est sortie. Ouais. Au revoir, monsieur. Sortie, sans prévenir. Ah, décidément de nos jours. Oh, quelle racaille. Bonsoir, cousin. Oh, ça alors. Ça va bien, Géo? Jacques? Toi ici? Mais t'es fou? Je voulais te parler, mon vieux. Te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je ne comprends pas. On vient de me téléphoner. Enfin, je te croyais à Bruxelles. Une fausse piste, sans doute, puisque je suis là. Mais ta présence ici est une folie. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air d'avoir peur de moi. Écoute, Jacques, tu sais l'affection que je te porte, que je t'ai toujours portée. Mais vraiment, maintenant, la situation est différente. Pourquoi? Parce que je me suis évadé et que j'ai étranglé une femme? Mais oui, mon vieux, tu avoueras. Ah, fini ça, hein, je n'avouerai plus jamais. J'ai avoué une fois, ça m'a suffi. Mais si on te trouve chez moi... Personne ne m'a vu entrer, on me croit à Bruxelles. Écoute, va-t'en, mon vieux. Je ne vois pas pourquoi tu aurais peur de moi, Géo. Après tout, tu sais très bien que je n'ai pas tué mon père. Puisque c'est toi qui l'as fait. Ainsi, tu es venu me menacer. Qui sait, me tuer peut-être, pour venger ton père. Tu reconnais donc l'avoir tué? Bien sûr que je l'ai tué, imbécile. Mais ça restera entre toi et moi. Et toi, tu vas passer dans un autre monde, et plus vite que ça. Tu es fou, lâche ce revolver. Ouais, plus souvent. Tu seras accusé de meurtre. Tu rigoles? Un condamné à mort s'évade, étrangle une femme, vole des bijoux. Son signalement est donné partout, on le recherche, on le traque. Il devient l'ennemi public numéro 1. Celui qui abat cet homme, on ne le condamne pas, on le félicite. Tu es venu chez moi, tu m'as menacé, j'ai saisi mon revolver et je t'ai abattu. Mon pauvre vieux, mais on me donnera la Légion d'honneur. Comment as-tu pu, Géo? Comment as-tu pu tuer mon père? Tu as bien pu le frapper, toi. Et quand je suis arrivé, il m'a dit « Mon propre fils m'a frappé, Géo. » Et j'ajouterai, pour que tu emportes une faible consolation dans l'autre monde, qu'il a dit encore « C'est ma faute. Je l'ai poussé à bout. » Et il a remis la tête entre ses mains. Alors j'ai pris ton revolver, celui que tu avais si généreusement laissé, qui était comme le mien dans le tiroir de son bureau. Je l'ai pris avec mes gants et j'ai achevé le vieux. Assassin! Et tu as fait semblant de me protéger. Tu t'es fait condamner pour moi. Dame, il vaut mieux attraper 3 mois pour faux témoignage que de passer l'arme à gauche. Mais toi, mon pauvre Jacques, de toute façon, ton exécution est déjà en retard. Alors, adieu. Mais, bon Dieu, mais... Votre revolver ne marche pas, Brudel, c'est dommage. Ne bougez pas. Mon Dieu, un piège. Oui, un piège dans lequel vous vous êtes jeté comme un renard que vous êtes. Heureusement que vous voilà, commissaire. J'essayais de me défendre et si vous n'étiez pas arrivé, il m'aurait étranglé, pour sûr. Inutile de créer une nouvelle pièce de théâtre, Brudel. Nous étions à côté, nous avons tout entendu. Je nierai tout. Oh, c'est inutile également, je suis assermenté. Mon inspecteur aussi. Mais lui, il est de notre Galabert. Une vraie partie de plaisir, chef. Allez, par ici, vous. Mais comment êtes-vous entré? C'est notre petit ami qui nous a ouvert pendant que vous téléphoniez à Bruxelles. Votre service, tu es gallois. L'électricien. Je suis fait. C'est bien votre tour, non? Notre jeune ami a également fouillé votre bureau, trouvé votre revolver qu'il a jugé bon de décharger. Ça vaut mieux pour votre cousin, vous ne trouvez pas?
Il a suffisamment payé pour les autres. Monsieur le commissaire, est-ce que monsieur Durtal vous a dit pour madame Quentin? Oh, ça, il m'a rien dit du tout. Monsieur Durtal a des méthodes de travail très particulières. Dois-je aller ouvrir, chef? Vas-y, mon petit Galabert, ça doit être lui, justement. Au retour de Bruxelles. Ah, c'est faux, avec ces avions supersoniques qu'on peut aller vite. Comment ai-je pu me laisser prendre à cette comédie grotesque? Vous aviez la conscience trop tranquille, je présume. Par ici, monsieur Durtal, on vous attend. Alors? Ah, succès sur toute la ligne, mon petit Durtal. Voici Géo Brudel, héritier du vieux Lasserre, et pour cette même raison, son assassin. Il vient d'avouer son crime, et s'apprêtait à en commettre un second. Ouf, tout de même, j'ai eu chaud. Lasserre, votre fiancé vous attend en bas dans ma voiture. Henriette! Hop là, mon ami! Pas si vite. Et tout n'est pas fini, Lasserre. Il nous reste encore à éclaircir un second crime, celui de madame Quentin. Mais, monsieur le commissaire... 2 secondes de patience, mon ami. De toute façon, il vous en faudra encore beaucoup. Pourvoi en cassation, révision du procès, formalité... Pas encore sorti de l'auberge, mon pote. Mais quoi, de toute façon, vous n'êtes pas à plaindre. Vous l'avez échappé belle. Alors, Durtal, j'ai accepté ton marché, à toi de payer maintenant. Pierre Quentin, le sous-directeur de la prison, est l'assassin de sa femme. Hein? Oui, mais c'est lui qui m'a proposé de me faire évader. Pour qu'on vous trouve à côté du cadavre, oui. Il a vu là une occasion unique pour vous faire endosser son crime et le vol des bijoux. Oh bon sang, il s'est servi de moi. Comme votre cousin s'est servi de vous et de votre geste malheureux à l'endroit de votre père. Et le mobile, mon vieux. Pierre Quentin était un joueur invétéré. Il a dilapidé au jeu toute sa fortune personnelle. Il en est arrivé à vendre les bijoux de sa femme. Dimanche, celle-ci s'en aperçoit. Elle se fâche, menace de faire un scandale. Quentin se voit perdu. La scène s'aggrave, il l'étrangle. Il part à son travail en laissant le corps où il était tombé. À Fresnes, il devait se demander justement comment s'en sortir, lorsque ma conversation avec vous, Lasserre, lui donne l'idée diabolique de vous proposer de vous cacher à son domicile. Il vous remet la clé et il s'empresse d'alerter la police. Si celle-ci était arrivée 1 minute plus tôt, elle vous trouvait à côté d'un cadavre avec contre vous le témoignage écrasant de celui que vous preniez pour votre bienfaiteur. Ah, c'est marrant, toujours perdu par ses bienfaiteurs, le frère. Et tes preuves, Durtal? Primo, madame Quentin a été étranglée. Et Lasserre a eu les tendons de la main droite sectionnés dans un accident. Il est incapable d'enfoncer son pouce assez fort pour laisser une marque dans la chair. Secondo, madame Quentin avait annoncé à sa mère son intention de se coucher. Or, elle était tout habillée à 1h du matin. Elle a donc été tuée avant d'avoir pu se dévêtir, soit vers 19h, peu après son téléphone avec sa mère. Et Tertio, à toi, Picoche. Ben voilà, M. Durtal m'avait chargé d'une petite enquête en douce auprès des casseurs, les bijoutiers qui achètent sans être trop curieux. C'est Pierre Quentin lui-même qui a vendu la camelote, du moins une partie, 3 jours avant l'évasion de Lasserre. Et la preuve, mon petit Picoche? Leur vendeur a reconnu la photographie de Quentin. Voilà sa déclaration signée. Ça te suffit, Galois? Oh, c'est plus qu'il n'en faut. Lasserre, vous sortez d'ici entièrement blanchi des crimes qui vous ont été imputés. Mais il n'en est pas de même pour vous, Brudel. Embarque, Galabert. Allez, Oust, le cousin au grand cœur. Attendez, il faut que je sache. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que vous ayez l'idée que c'était moi? En étudiant le dossier du procès, une chose m'a frappé. Personne ne s'est étonné, après le drame qui coûta la vie au vieux Lasserre, que vous vous soyez rendu chez votre cousin en compagnie d'un ami. Un tiers dans une conversation aussi grave, aussi intime. Tout le monde a paru trouver cela très naturel. Pas moi. Pourquoi? Lucien de la Plante avait une voiture très rapide et je pensais... Aider Jacques à s'enfuir? Non, Brudel, non. Vous vouliez un témoin, voilà tout. Car si votre seule parole avait été opposée à celle de mademoiselle Henriette, qui alors aurait pu mentir, qui sait laquelle aurait prévalu? Tandis que 2 contre 1, n'est-ce pas? Et monsieur Lucien de la Plante était totalement désintéressé. À propos d'Henriette, elle doit se faire vieille dans la voiture en bas. À 20 ans, c'est dommage. Mais nous descendons tous. Vous pourrez la voir, Lasserre. Après tout, c'est à elle que vous devez la vie. Et cette vie-là, on la lui souhaite longue et heureuse. Comme ça, il aura tout le temps de lui dire merci. Puis vous savez, il faudra pas trop attendre pour les noces. Marie est impatiente de retrouver sa chambre de jeune fille. On ne meurt pas 2 fois. C'était une pièce policière d'Isabelle Villard.
Nous vous en rappelons la distribution: Roland Durtal, René Habib, commissaire gallois André Davier, Picoche Sacha Solnia, Galabert Adrien Nicati, Jacques Lasserre André Faure, Géo Brudel Maurice Offert, Pierre Quentin Marcel Vidal, le procureur François Simon, Crison Michel Cassagne, Marie Claude Abran, Henriette Janine Michel, Sœur Anna Monique Mani, la mère Iris Avichet, Madame Durand Germaine Tournier, Mademoiselle Bernier Denise Gouverneur. Assistant Éric Mich, mise en onde Roland Sassy.